Brigitte Lahaie, très belle couverture, Utopia, roman chez Mazarine, et c'est un cheval noir qui est, comment on dit, cabre, qui se cabre. Oui, qui se cabre, c'est tout à fait ça, oui, oui. Et qui donne évidemment le sujet de ce roman, puisque le sujet de ce roman, c'est votre passion que vous avez pour le sport équestre. Et d'ailleurs, vous écrivez, je fais partie de ces adultes qui découvrent le plaisir de monter à cheval alors que rien ne l'est prédestiné à pratiquer ce sport. J'oserais dire cet art. Oui, oui, on peut en faire un sport et on peut en faire un art. C'est peut-être la spécificité de l'équitation, oui. Mais qu'est-ce qui vous a emmené alors? Qu'est-ce qui vous a amené à monter sur un cheval? C'est parce que quand j'étais toute petite, j'avais vu Crin Blanc. C'est un film magnifique et ce petit garçon, pour fuir le monde, part sur un cheval dans la mer. Ça a marqué mon enfance et puis j'avais envie de monter à cheval, voilà. Et puis mon premier amour m'avait offert mon premier cheval, et puis après, je n'ai jamais quitté les chevaux. C'est grâce à eux que j'étais vivre dans la nature. La relation au cheval est une relation extraordinaire, parce que c'est une relation d'émotion. C'est un animal qui reçoit nos émotions plus que tout autre. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs de l'équithérapie. Et c'est pour ça peut-être que toutes les jeunes filles sont passionnées des chevaux, parce que c'est une relation fusionnelle, comme on a eu avec notre maman. Voilà. C'est une passion dévorante. Souvent, il y a beaucoup de gens qui doivent nous écouter. La passion est dévorante. Oui, mais je suis d'accord avec vous. La passion est dévorante, mais c'est une passion d'abord plutôt féminine, disons-le. Les jeunes femmes sont plus nombreuses à monter à cheval. Oui. Après, quand elles sont mamans, souvent elles arrêtent, alors que les hommes continuent. Exactement. Comment vous expliquez ça? Parce que je crois que justement, il y a quelque chose de la fusion maternelle. Quand on est sur un cheval, on ne fait plus qu'un. Comme quand on a son enfant dans les bras ou quand on est dans les bras de sa mère. Alors, les parents que nous sommes sont parfois inquiets lorsqu'on voit nos enfants, 12 ans, 13 ans, sur un cheval. Bah oui, vous tombez, nous tombons. Mais on se relève, ou pas d'ailleurs. Moi, je me souviens, mon neveu que j'avais mis sur un cheval, il n'est jamais plus remonté après de tomber. C'est une école de la vie aussi, l'équitation. Est-ce qu'on peut commencer l'équitation à n'importe quel âge? À 80, je ne conseille pas trop. Oui, hein. Mais par exemple, quelqu'un qui a 35, 40 ans... Oui, bien sûr. Alors bon, donc c'est un roman. Hein. En 1977, Philippe, mon amoureux de l'époque, m'offrit mon premier compagnon à 4 membres, un réformé des courses de trot, justement. Alors ça, c'est un mot réformé que les plus jeunes ne connaissent pas. On disait c'est un réformé, quelque chose. C'est un mot du vocabulaire hippique et des courses. Ciel d'azur m'emmenait sur son dos, tandis que mes 3 dogs allemands galopaient à mes côtés. Alors là, quand je lis cette phrase, vous savez ce que c'est que des dogs allemands, les amis? Vous avez déjà croisé des dogs allemands? C'est gros, non? Oui, c'est pas des chihuahuas. Non, c'est grand, c'est pas gros, c'est grand. Oui, ouais, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce que ça... vous avez 3 dogs allemands ensemble? J'ai eu, oui. Qu'est-ce que ça montre, à votre avis, une personne qui aime autant les animaux et qui est autant attachée avec eux? Je pense notamment à ceux qui n'ont jamais eu d'animaux et qui sont parfois... Je crois que la relation à l'animal vient de notre enfance. Moi, j'entends souvent dans mon émission des enfants des adultes qui ont été des enfants maltraités et qui disent que leur premier support, leur premier tuteur, ça a été un chien, un cheval, parfois un âne. Je crois que avec l'animal, on se sent toujours compris. Avec l'humain, il y a le langage et parfois, quand on nous répond quelque chose, on se dit mais il a rien compris à ce que je lui ai dit. Tandis que la relation à l'animal, c'est une relation où on peut se sentir totalement aimé, totalement compris. Et avec le cheval, il y a quelque chose de magique parce qu'il y a une relation d'énergie entre soi et le cheval qui est exceptionnelle. Vous vivez où aujourd'hui? Je vis beaucoup dans les Yvelines et un tout petit peu à Paris. Donc vous vivez à la campagne et vous avez... Je vis en pleine nature, oui. Et vous n'imaginez pas vivre sans animaux autour de vous? Non, je n'imagine pas. Je préfère le chant des oiseaux le matin quand je me réveille que le bruit des voitures. Et vous avez combien d'animaux à la maison? Actuellement, j'ai 3 chiens. Et j'ai mis mes 2 dernières juments à la retraite en Bretagne.
Et les compagnons qui ont traversé votre vie, vous n'imaginiez pas qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils n'aiment pas les animaux, que ce soit pour eux une contrainte. Ce serait un carton rouge, oui. Quelqu'un qui n'aime pas les chiens, il rentre pas chez moi. Oui, non, ça... Avoir les chevaux chez soi change les rapports. Cela implique certes de nombreuses contraintes, mais quand on est passionné, n'est-on pas prêt à tous les sacrifices? Utopia est sans doute ma jument de cœur. Elle coule aujourd'hui une retraite heureuse auprès d'un bon ami éleveur. Mais lorsqu'elle était près de moi, cette jument était toujours partante, quel que soit l'exercice que je lui proposais. Oui, mais je pense que... Enfin, j'ai eu envie d'écrire ce roman d'abord parce que j'avais envie de faire partager ma passion, et puis j'avais envie de montrer, parce qu'à travers Lise, l'héroïne, on voit bien comment, au départ, quand on est jeune, on croit que l'amour c'est forcément passionnel, c'est forcément fusionnel, et puis tout d'un coup, on va un peu de désillusion en désillusion. Donc je voulais, à travers ce roman, je voulais aussi montrer tout ce que c'est que ce chemin qui va vers soi, quoi. Et ça passe par l'amour, la passion et la sexualité aussi, parce qu'il y en a un tout petit peu dans le roman. Vous en avez quand beaucoup même. parlé de sexualité. J'en parle toujours beaucoup, oui. C'est essentiel. Mais je pense que vous avez raison, car quel que soit le niveau du cavalier, la chute est quasiment inévitable et se retrouver les fesses dans le sable n'a rien de glorieux, alors le cheval sera seul jugé, responsable de cet affront et généralement rapidement abandonné au plus au front. C'est vrai qu'il faut être assez courageux aussi pour faire du cheval, parce que le risque existe. On va marquer une petite pause à 12h41, je vois Fabrice Lafitte qui me fait des grands signes. C'est le moment de jouer. Oui. Et nous allons jouer. C'est parti. Le Top Jeu Europe 1. Vous venez d'entendre le Top Jeu Europe 1. Alors, chers auditeurs, à partir de maintenant, vous avez 15 minutes et seulement 15 minutes pour tenter de gagner un méga pack exceptionnel. Dedans, il y a un iPhone 16 et un MacBook Air. Alors, pour jouer, c'est très simple. Inscrivez-vous au tirage au sort qui aura lieu lundi matin. Vous envoyez par SMS le nom de votre radio préférée, Europe 1 au 7 39 21. Europe 1 au 7 39 21. C'est 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Bonne chance. Le Top Jeu Europe 1. Et avec nous, Pascal Pro. Et avec nous aujourd'hui, Pascal Pro, Brigitte Lahaye pour son livre Utopia, paru aux éditions Fayard. Brigitte Lahaye, effectivement, aux éditions Fayard et Mazarine. Je vois également sur la couverture Brigitte Lahaye, donc pour son roman. Alors, vous dites roman, mais il y a beaucoup de choses personnelles qui vous sont arrivées. Parfois, j'ai eu le sentiment que c'était très proche d'un récit. Non, je crois que c'est vraiment un roman, parce que j'ai beaucoup inversé des choses ou inventé des choses. Non, c'est pas ma vie, hein, pas du tout. Non. Est-ce qu'on peut monter à cheval jusqu'à la fin de sa vie ? Ça dépend de l'âge à laquelle elle s'arrête. Non, moi j'ai décidé d'arrêter il y a 2 ans, suite à une chute d'ailleurs assez douloureuse, parce que j'ai eu très peur de me fracturer la mâchoire, et perdre sa voix, pour moi, ça aurait été un petit peu embêtant. Donc là, je me suis dit, c'est un signe du destin, j'arrête. J'aime bien faire attention aux signes du destin, moi. Et quand vous êtes tombé, c'était une chute assez grave ? Oui, quand même, les 2 avant-bras fracturés et pendant 6 semaines, ne pas pouvoir utiliser les mains, on découvre que c'est ce qui nous rend humains, nos mains. Cette chute, par exemple, quand vous dites j'y ai vu un signe du destin, vous étiez fautive ou souvent on dit que c'est le cheval, c'est ce que vous écrivez qui Il a eu peur de je ne sais quoi d'ailleurs, et j'étais pourtant au pas, Reine Longue, et il a fait un demi-tour très 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 violent, et je suis partie la tête en avant sur une pierre. Voilà. Il a eu peur de quoi ? Je ne sais pas. Il ne m'a pas dit. Mais lorsque vous avez cherché à comprendre cet accident... j'ai surtout compris que le matin, je n'avais pas envie d'aller monter. Et je crois beaucoup à ça, moi. J'ai un petit côté... je crois beaucoup à ça. J'ai essayé de faire passer certaines choses, d'ailleurs, dans le roman aussi, des signes qu'on peut avoir et qui nous préviennent et qu'on ne veut pas toujours voir, d'ailleurs. Mais oui, mais alors comment savoir que c'est un signe ? Comment, dans nos vies, savoir qu'un signe, précisément, nous est envoyé ? Parfois, quand on a l'impression que c'est un signe, mieux vaut ne pas y aller. Tant pis si c'était pas vraiment un signe que d'y aller. C'est juste ça. Mais on a souvent on est tous parfois un peu superstitieux. Souvent, on a imaginé qu'il allait se passer quelque chose de grave, et puis il se passe rien de grave. Notamment, quand on prend l'avion, on est persuadé qu'il peut se passer quelque chose. Ça nous est arrivé. Bon. Et
puis personne ne refuse de monter dans un avion. Non, mais ça peut être des peurs ou des phobies qu'on a tous, etc. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est apprendre à écouter son intuition. Et son intuition, ce sont plusieurs signes qui, au même moment, se clignotent. Moi, j'aime bien comparer l'intuition à l'intelligence artificielle, en fait. C'est des tas de choses qui nous donnent cette intuition-là, et notre cerveau fait et hop, on a l'intuition. Et c'est pareil que l'intelligence artificielle. Après, c'est comme tout, ça se développe, l'intuition ou pas. Ça se développe avec l'expérience. Parfois, ce qu'on appelle l'intuition, c'est une part d'expérience, c'est un peu empirique. Oui, bien sûr, avec l'expérience, et puis avec la capacité à laisser nos sens commander et pas notre tête. Parce que finalement, et c'est en ça où j'aime tellement les chevaux, parce que ce sont des êtres totalement sensoriels et émotionnels. Ce sont pas du tout c'est pas intelligent, un cheval. Mais paraît-il, on dit ça, que c'est pas intelligent et que c'est même parmi les animaux les moins intelligents. Alors ça, et je n'osais pas vous poser cette question pour tout vous dire, parce que comme vous êtes une passionnée de cheval, je me suis dit peut-être que vous... J'aime le cheval pour justement sa capacité à sentir nos émotions, à sentir, avoir cette sorte de pulsion de vie. Ça ressemble plus à Eros qu'à Thanatos, le cheval. C'est tout ça que j'aime dans le cheval. Et le cheval m'a aussi aidé à calmer mon hyper-énergie. Mais c'est pas un animal intelligent, c'est un animal qui est totalement émotionnel. L'intelligence, elle est plus rationnelle. Et les dogs allemands étaient plus intelligents ? Les dogs allemands, les chiens sont plus... enfin, je sais pas si on peut parler d'intelligence chez un animal. Je pense que le chien est intelligent si le maître n'est pas trop con. Vous écoutez les gens depuis combien de temps ? 24 ans. Bon. Est-ce que vous trouvez que ce que vous entendez aujourd'hui est différent de ce que vous entendiez il y a 24 ans ? Pas tellement, non. Il y a des choses qui ont évolué, il y a peut-être un peu plus d'ouverture sur les différences d'orientation sexuelle des gens. Les femmes sont peut-être un peu plus... avancent un petit peu, mais pas beaucoup, hein, pas assez vite à mon goût. Dans un livre qui m'avait frappé d'Emmanuel Carrère, il rapportait une anecdote d'un prêtre qui avait écouté des centaines de gens en confession et lui disait « Qu'est-ce que vous avez appris en confession ?» Et le prêtre répondait « Il y a très peu de grandes personnes. » Ah, c'est pas très gentil, ça. Non, je crois pas. J'ai pas envie de dire ça, mais je crois que les gens sont... Ça veut dire aussi que les gens sont un peu malheureux. Moi, je l'interprète aussi comme ça. Oui, que les gens sont malheureux, ça c'est sûr. Voilà. Mais les gens l'interprètent comme ça plus. Les gens sont très paresseux, je crois, surtout. Et notre société ne les encourage pas réellement à être courageux. Je veux dire, ils sont très paresseux. Vous parlez d'Olivier Benkemoun ? Je ne le connais pas assez, mais je peux prendre un quart d'heure pour le questionner. C'est la première parole gentille que j'entends depuis que je suis entré dans ce studio. Non, ça c'est intéressant. Vous trouvez qu'ils sont paresseux ? Oui, moi, parfois, c'est un mot parfois je leur dis vous avez qu'à faire ça, et ils me répondent ah oui, je vais essayer. On sent déjà qu'ils vont pas le faire. Je veux dire, une vie, ça se réussit parce qu'on ose, parce qu'on a du courage, parce qu'on accepte parfois de perdre quelque chose. La liberté, ça a un prix. Moi, je trouve que les gens préfèrent la sécurité à la liberté. On l'a vu pendant le Covid. Donc c'est pour ça que je dis les gens sont un peu paresseux et la société les encourage à être paresseux. Faut bien le dire aujourd'hui. Les jeunes, beaucoup. Combien ne veulent plus travailler ou pas s'engager de la même manière ? Les médecins. Ah ben l'engagement, tiens, puisqu'on en parle, est-ce que l'engagement amoureux, qui est un sujet évidemment qui est souvent à l'ordre du jour des conversations, est-ce que là encore vous trouvez qu'il y a une évolution ou est-ce qu'au fond vous retrouvez oui, c'est vrai que les jeunes s'engagent moins bien. Moi, ce qui me choque le plus peut-être, et pourtant j'ai pas d'enfants, c'est cette capacité à se quitter avec des enfants en très bas âge. Je trouve que c'est pas très responsable quand même. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui a moins de 3 ans, aller d'un foyer à un autre, c'est totalement déstabilisant. Ça dépend comment ça se passe.
Ça peut bien se passer. Vous parlez de vous? Oui, je parle de moi. Attends, c'est exact. Non, mais je peux comprendre aussi ce que vous dites. Non, mais c'est pas très respectueux envers l'enfant. Après, si votre mari vous tapait dessus, vous aviez raison de partir. Je veux dire, il y a des cas où... Il n'y a pas forcément les raisons parce que votre mari vous tape de partir. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais bon, voilà. Mais je peux comprendre votre point de vue. Mais c'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est les enfants d'aujourd'hui qui font la société de demain. Bien sûr. Donc, il y a une responsabilité à... Tout à fait. Mais ma fille a 12 ans maintenant. Elle est très bien dans sa peau et tout se passe très bien. Ben, tant mieux. Brigitte Lahaye est avec nous pour Utopia. Alors depuis plus de 20 ans à RMC, à Sud Radio. Vous êtes à Sud Radio aujourd'hui. Vous rassemblez 700 000 auditeurs chaque jour, ce qui est beaucoup quand même, 700 000 et je vous félicite. On va vérifier. Non, à Sud Radio, non, je ne crois pas. Bon, mais ça marche bien. Vous êtes auteur de plus d'une vingtaine de romans et puis vous êtes une personnalité qui intervient régulièrement. J'ai le sentiment en plus que les gens vous aiment beaucoup et ont avec vous un rapport de confiance parce que vous les écoutez sans les juger, vous essayez de les comprendre et il y a un rapport qui est agréable de ce point de vue-là, j'imagine, avec les auditeurs. Si moi j'avais un souci, je vous appellerais, je vous dirais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est vrai que j'ai pas tendance à juger et je pense qu'on me dit des choses que on ne peut peut-être pas dire à n'importe qui, à tout le monde. Je pense, moi, ce dont je suis assez fière, parce qu'après tout, il faut aussi savoir dire de quoi on est fier, c'est d'avoir réussi de partir d'un public très masculin et arriver à un public très féminin. Je trouve que c'était pas gagné. Parce que les hommes, évidemment... Ils m'aiment toujours, mais plus pour les mêmes raisons. Bon. Ils étaient à la fois... peut-être pour les mêmes raisons, parce que ils ont envie de vous séduire. Et c'est une raison qui peut être intéressante. Et puis ils ont envie, pourquoi pas, vous pouvez les impressionner aussi. Ça, c'est sûr, oui. Je pense qu'ils peuvent être intimidés. C'est vrai, c'est vrai. Oui, monsieur Olivier Guénec. J'espère qu'Olivier Benkemoun n'est pas payé au mot qu'il prononce, parce que sinon je suis très inquiet pour lui depuis tout à l'heure. On n'a pas entendu. Oh, arrêtez. Bon, vous vouliez dire un petit mot sur Mission. Alors, je précise, Utopia. Donc, c'est un roman. Dans ce roman, l'équithérapie joue un rôle essentiel. Elle offre un chemin de guérison à travers la connexion avec le cheval Utopia. C'est un rapport fusionnel, comme vous l'avez dit. On découvre non seulement la force du lien entre l'animal et la cavalière, mais aussi comment l'équitation peut être un puissant vecteur de réhabilitation émotionnelle, et vous en avez parfaitement parlé. C'est donc aux éditions Mazarine. C'est à lire, l'été arrive, c'est toujours un moment où on achète des livres parce qu'on va passer on aura un peu plus de temps pour les lire. Tout à fait. Donc ça sera l'occasion.